Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change, une école nouvelle génération pour acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux urgents et importants d'aujourd'hui, notamment la lutte contre les exclusions, la transition écologique et le développement des capacités de chacun. Ils ont soit créé leur propre projet, soit rejoint un projet existant. Leur point commun à tous, ils construisent une carrière qui a du sens et de l'impact. Et ils te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu sur des questions bien précises. Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. En effet, depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre, pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Si tu as toi-même des apprentissages de ton propre vécu à partager sur la question traitée dans cet épisode ou des remarques en tête, n'hésite pas à commenter le podcast pour que toute la communauté en profite. Et si tu souhaites recevoir tous les jeudis le podcast Vécu de la semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à notre newsletter. Tu retrouveras le lien dans le texte de description du podcast. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors moi c'est Pablo, j'ai 27 ans et j'ai cofondé The Trust Society, une plateforme qui vend des produits durables pour le quotidien. Donc on vend tous les petits objets simples du quotidien, donc brosse à dents, savon, tous ces petits accessoires que finalement on utilise tous les jours. Et on se donne une mission double qui était d'offrir plus de visibilité aux producteurs durables et de proposer aux consommateurs une offre qui soit simple, transparente et accessible. On propose nos produits sous forme de kits parce que les faire sous forme de kits thématiques, ça permet de répondre à la question d'un consommateur qui arrive souvent, qui est « je veux consommer durable, mais par quoi je commence ?» Donc c'est pour ça qu'on fait des kits adaptés à la salle de bain, à la maison, à la pause déjeuner. Et en plus, en faisant des kits et en étant directement auprès du producteur, on fait des économies d'échelle assez substantielles qui nous permettent d'être très compétitifs en termes de prix. La question. Comment trouver le courage de quitter son boulot lorsqu'on est en perte de sens? Le vécu. Je pars d'un vécu qui est très personnel et très récent, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 5 ans en banque d'investissement et j'ai quitté mon job en juillet 2018 pour cofonder Trust Society avec 2 associés. Et ça a été un processus qui a été long mais qui a été aussi libérateur. Le fait vraiment de quitter un boulot qui était plus ça pour le confort que vraiment pour le sens et pour la satisfaction personnelle. Alors pour vous en dire un peu plus sur moi j'ai toujours habité à Paris, dans le centre de Paris. Alors j'étais pas du tout à plaindre, mais bon j'avais des parents qui avaient fait plutôt un choix de vie orienté vie perso que vie pro. Donc ça voulait dire pas forcément autant d'argent de poche que mes potes, ça voulait dire un mode de vie qui n'était pas non plus très dépensier. Et j'ai, en gros jusqu'à mes 25 ans, j'y étais très orienté. Enfin je m'étais toujours dit, quand je vais choisir un boulot, ce sera un boulot qui permettra de bien gagner ma vie, d'avoir une position sociale reconnue et de pouvoir dépenser sans compter. Donc j'ai fait Dauphine, une fac dans le 16e. Après j'ai un master en finance et j'ai commencé ma carrière professionnelle en banque d'affaires. Donc un milieu où on gagne bien sa vie, où on est bien vu, hors pas de famille, un milieu où c'est assez stimulant intellectuellement. Et en fait pendant plusieurs années, pendant mes 2 premières années, ça répondait parfaitement à un besoin personnel qui était trouver un boulot qui me permette de bien vivre, qui socialement soit reconnu et qui en plus intellectuellement qui soit super intéressant. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est vraiment se rendre compte que la vie est courte et super précieuse. J'ai une histoire un peu particulière par rapport à ce qui s'est passé en novembre 2015 à Paris, avec quelqu'un de très très proche de ma famille qui a failli rester dans une salle de concert parisienne. Et à ce moment-là, en fait, on a tout son équilibre qui tombe un peu à terre, parce qu'on a cette vie super confortable et on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, mais en fait on se rend compte que tout peut s'arrêter demain. Et à ce moment-là, je pense que moi en tout cas en tant que personne, ça m'a fait poser plein de questions. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, je passais d'une vie où je me disais ce qui est important dans la vie, c'est vraiment le confort, le fait d'être bien payé et d'avoir un métier qui soit intellectuellement intéressant. Et là, en fait, on se rend compte que tout peut s'arrêter et mécaniquement, on se pose des questions. Donc, je pense que c'est en 2015 que j'ai commencé à me poser la question qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et en fait, il y a eu une petite chose qui s'est passée à ce moment-là, c'est j'ai commencé à donner des cours de maths de manière bénévole, juste pour me dire, essayer de trouver quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui soit utile. Et je me suis rendu compte à travers ces petits cours de maths le dimanche après-midi, en fait que ça crée en moi une sensation que je connaissais pas
parce que je faisais quelque chose de pour les autres, quelque chose d'utile et non pas quelque chose qui soit juste pour moi, juste pour mon confort. Et alors moi, par exemple, j'ai découvert à ce moment-là que j'avais besoin de rapports humains plus forts que ce que j'avais dans mon travail et que j'avais besoin d'être au contact de gens et pas juste de clients en étant en besoin de vendre ou d'acheter une entreprise. Donc ça a été un premier déclic pour moi, vraiment se rendre compte que les rapports humains, c'est super important et que c'est ce qui me motive au quotidien. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, je pense qu'il est connecté au premier, c'est observer les incohérences de sa vie et surtout les signes faibles de son corps. Donc là, on est en 2016 et à ce moment-là, je me rends compte que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des rapports humains forts. Et je me rends compte aussi que la banque d'affaires, c'est pas forcément l'endroit le plus approprié pour avoir des rapports humains forts parce que c'est un milieu qui est davantage tiré par la rentabilité et par le fait de satisfaire les actionnaires. C'est aussi un moment où je me suis rendu compte que j'avais envie de consommer de façon un peu différente, de consommer de manière plus responsable. Et j'avais deux parties de moi qui se battaient un peu parce que quand on a une vie pro super active et surtout en banque d'affaires, c'est difficile de consommer plus responsable. Par exemple, je me souviens une fois, j'étais en réunion à Londres, c'était la pause déjeuner, puis je voyais tout ce plastique arriver dans la salle. Et j'allais pas dire, attendez, non, on arrête tout, on sort notre Tupperware. Enfin, c'est juste pas possible. Et en fait, je pense que c'est assez caractéristique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y avait une partie de moi qui était encore dans ce confort et le côté salaire qui tombe tous les mois, et une autre partie qui avait envie de changer, qui avait envie de consommer différemment. Et je me rendais compte que c'était pas possible. Donc je pense que c'est un moment qui est pas facile à gérer parce que en fait, on sait pas encore que en fait, il faut changer. Il y a juste une petite partie de soi qui nous le dit à l'intérieur, mais elle n'est pas suffisamment forte pour prendre le dessus sur le côté confort, salaire qui tombe tous les mois. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu des premiers signes corporels, type le cœur qui bat vite, on ne sait pas trop pourquoi, ça passe d'un matin, on a dormi 12 heures et pourtant on est encore super fatigué. C'est le mental qui veut faire quelque chose et le corps qui dit non, attends, pas du tout, moi je veux pas faire ça, moi j'ai pas du tout envie d'être au bureau à 9 heures et de satisfaire, de faire ce mail parce que mon patron était de mauvaise humeur ou mal luné. Enfin non, c'est pas ça que je veux faire, quoi. J'ai pas envie de passer mon temps à gérer l'ego de mon patron. Je veux faire autre chose. C'est tous ces petits signaux qui en fait arrivent. Et particulièrement un matin, je vais faire un jogging avec un pote que j'ai pas eu depuis longtemps et qui me parle de méditation, du fait de s'écouter un peu plus. Et je me dis ok, ça coûte rien d'essayer, quoi, on y va. Et en fait à ce moment-là, donc on est en février 2018 et je pense que là je me mets à tous les soirs vraiment essayer de prendre 10 minutes pour moi, juste de la respiration, essayer de s'écouter, de se dire qu'est-ce que tu veux vraiment. Et je pense que là, ça a fait une sorte de déclic, d'effet de cocktail un peu explosif, parce que là, je me rends compte vraiment que c'est pas en banque d'affaires que je veux être. Ce que je veux faire, c'est être au contact de vraies personnes et avoir des rapports humains tous les jours. Et à partir de février 2018, en fait, je deviens tellement à l'écoute de mon corps que le côté confort est totalement mis de côté. Et en fait, je ne peux plus aller au boulot sans penser une seule seconde à autre chose que mon impact en tant que consommateur. Et alors à ce moment-là, je pense qu'on a deux choix. Soit on ne s'écoute pas, on se dit que au final, la vie qu'on a aujourd'hui, elle est agréable comme elle est. Et je pense que ça ressort forcément un jour. Et si ça ne ressort pas à 25 ans, ça ressort à 30. Ça ne ressort pas à 30, ça sort à 40 ans. Mais que si on fait l'effort de s'écouter, en fait, c'est que le corps et la pensée, ça reste comme assez connecté. Quand on fait de 9h à 22h un métier qui est pas adapté à nos valeurs, ça marche plus. En fait, à partir du moment où on se pose vraiment des questions et on arrête de faire l'autruche, en fait, la réponse elle est évidente, quoi. Ma place, elle n'était pas en banque d'affaires derrière un bureau de 9h à 22h. C'était juste plus possible. Troisième apprentissage. Accepter de revoir son niveau de confort et surtout ses modèles de réussite quand on veut chercher du bonheur ailleurs. Donc 2018, je sais que je ne veux plus faire ça, j'ai eu le déclic, c'est bon, maintenant faire quoi? Parce que on est en banque d'affaires, quand on va au dîner de famille, on est celui qui bosse en banque d'affaires et que du coup grand-mère et grand-père voient d'un super œil parce que c'est un super métier, on arrive, on est souvent en costume, on est bien sapé, on a des belles chaussures. Et tout ça, on se rend compte que c'est plus possible et qu'il va falloir trouver autre chose. Donc là, c'est compliqué. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est vraiment de parler avec des gens qui nous inspirent. Pas parler avec le cousin qui lui aussi est en banque ou la cousine qui est en conseil et qui va te dire que c'est juste une mauvaise passe et qu'il faut s'accrocher et que la vie est compliquée et que c'est important d'assurer sa sécurité financière. Non, il faut faire une croix sur tout ça. C'est-à-dire que finalement, le rendez-vous qu'on avait pris avec la banquière pour acheter un appart à Paris, on va peut-être attendre un peu, que la maison de campagne à 35 ans, ça attendra aussi. Mais une fois qu'on s'est vraiment conforté là-dedans, il faut parler avec des gens qui ont déjà fait le pas, en fait, qui font déjà quelque chose qui leur plaît, parce qu'on va se sentir moins seul, en fait.
Donc moi j'ai parlé avec un ami à moi qui avait fait aussi le process de faire des stages en finance et qui avait totalement arrêté, qui s'est lancé dans une thèse en économie solidaire et finance verte. Désolé Romain si j'ai écorché ton titre, mais ça m'a beaucoup inspiré de parler avec toi. C'est parler avec des gens qui vont nous dire ce que tu as vécu, j'ai vécu pareil. Je sais que c'est super compliqué de se dire je vais mettre à la poubelle tout ce côté confort, tout ce côté vie toute tracée. Je vais avoir des potes à côté de moi qui se marient, qui achètent des apparts. Moi, ça sera pas ça mon quotidien, ça sera autre chose, ça sera quelque chose de différent. Mais il faut y croire. Et plus on va parler avec des gens qui ont fait ce pas, plus on va être conforté sur le fait que en fait, c'est ça la seule option, quoi. Que il faut pas s'accrocher à juste du confort matériel. Donc parler avec des gens inspirants, mais il y a autre chose qui a été vraiment important et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il faut faire les choses pour soi. Et en banque d'affaires, les seuls moments où j'étais content professionnellement, c'est quand j'avais mon boss qui me disait Pablo, c'est bien ce que tu as fait, ou un client qui me disait ah, joli travail, mais c'était toujours entre guillemets un bonheur qui venait de l'extérieur. C'est-à-dire que c'était jamais de l'intérieur. C'était ce que tu as fait, c'est bien, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et en fait, on était esclave un peu de la perception de notre travail. C'est-à-dire qu'on n'allait pas être valorisé si notre travail était utile, on allait être valorisé si jamais notre travail était en ligne avec ce que son boss a demandé de faire, ce qu'un client demandait de faire. Et c'est là où je trouve que c'était beaucoup moins sain parce que quand on passe sa journée à faire des choses juste pour satisfaire une personne ou un client, au final, on ne fait pas ce qui nous plaît. Et moi, je l'avais vu avec mes cours de maths, en fait, c'était un bonheur qui était différent. Quand on explique quelque chose à quelqu'un et qu'on voit dans ses yeux « Ah merci Pablo, j'ai compris », là, c'est totalement différent. C'est pas du tout un côté un peu égo qui prend de la place en disant c'est génial, j'ai été bien noté, du coup j'aurai un bon bonus. Non, c'est pas ça, c'est j'ai fait quelque chose et ça a eu du sens. Et là, en fait, il se passe un truc différent en soi. Il se passe un truc qui est assez difficile à expliquer quand on l'a pas vécu, mais c'est pas le même plaisir que quand on nous dit ok, t'as fait une belle transaction, parce que ça, en final, c'est assez futile et au bout de 3 heures, on a oublié. Si je pouvais le résumer autrement, je pense que c'est important de faire les choses pour soi et non pas pour avoir la reconnaissance des autres. Parce que la reconnaissance des autres, en fait, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et si les autres changent, du coup, la reconnaissance change. Et du coup, en fait, professionnellement, on fait des choses sans trop savoir si ça va être valorisé ou pas. Alors que quand on le fait pour soi, en fait, c'est juste pas opposable, quoi. Quand on dit à quelqu'un, ça, je le fais pour moi, personne va dire c'est bien ou c'est pas bien parce qu'on le fait pour soi. Donc en fait, à partir de là, il n'y a plus de question de est-ce que ça plaît ou pas. 4e apprentissage. S'entourer et s'inspirer avec les bonnes personnes. Donc comme je disais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler avec des gens qui avaient fait des parcours différents, qui étaient déjà dans l'environnement social et solidaire, de parler avec ces gens-là et de voir qu'en fait on n'est pas tout seul. Ça a été super important pour moi, plutôt que de parler avec son collègue de bureau qui du coup, lui est très connecté à ces problématiques de confort et de quel va être mon bonus ou mon salaire l'année prochaine. Et en plus de parler avec des proches, ce qui est aussi super, c'est de parler avec des gens qui ont déjà fait le pas, les entrepreneurs ou autres, qui en fait ont déjà réussi à connecter une vie pro avec des valeurs. Alors moi je m'en souviens, c'était en mai 2018, j'étais en vacances avec ma copine, donc j'avais pas encore quitté mon travail à ce moment-là, et la mère de ma copine me montre l'application Yuka. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application géniale qui note les produits en supermarché, mais pas avec un angle moralisateur, plus avec un angle ludique, quoi. On a des jolies couleurs et on voit si l'impact de ces chocs à pic il est élevé ou médiocre sur la santé. Et ça m'a beaucoup parlé parce que ça faisait très longtemps que ma mère me disait il faut mieux consommer, qu'elle me faisait des légumes et des radis le soir à la maison et que moi j'avais qu'une seule envie, c'était bouffer McDo. Et en fait à ce moment-là je me suis dit c'est pas un problème de valeur le consommer responsable, c'est pas un problème de sens, tout le monde sait qu'il faut mieux consommer, c'est un problème d'approche. Et ce que Yuka a compris avec une approche ludique et orientée sur l'expérience utilisateur, sur l'alimentaire, moi j'avais envie de le reproduire sur tous les objets du quotidien, ma brosse à dents, mon savon, ma gourde, ma lunchbox, pour ne plus avoir ce tupperware moche que j'ai pas su sortir en rendez-vous, mais sortir un tupperware un peu sexy, joli, que je serais fier de montrer. Donc on rentre de vacances, on est dimanche soir, et là je dis à 5 ou 6 copains, ok, il faut que je parle d'un truc, faut qu'on se réunisse, j'ai une idée. Donc lundi soir, on se retrouve tous, et là je leur parle, je leur dis voilà, je pense que sur tous les objets durables du quotidien, il y a un truc à faire aujourd'hui, c'est très moralisateur, c'est très orienté, pas de plastique, parce que sinon, plastique dans l'océan, etc. Et je me dis, je leur montre Yuka et je leur dis voilà, il faut qu'on fasse pareil. Du coup, on finit cette réunion avec mes potes, on est lundi soir, et on avait passé une bonne soirée, mais au fond, je pense qu'on se dit tous, ok, dans 2 semaines, ça sera oublié. Et mardi matin, je me réveille, et alors, hasard total ou pas, France Inter, Cyril Dion, qui intervient, une personne que je connaissais pas, qui en fait a réalisé le film Demain, sur les nouvelles façons de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour changer un mode de vie et être plus éco-responsable, et qui en fait met des mots sur cette approche un peu fouillée et brune que j'avais un jour avant, sur comment faire pour aider les gens
à changer leurs habitudes de consommation, mais non pas avec une approche moralisatrice, mais plus avec une approche sur raconter une nouvelle histoire. Donc je bois ces paroles, j'écoute tout ça, et du coup je renvoie un mail à tous mes potes en disant mais écoutez ce type-là, c'est génial. Et ils me disent oui mais t'inquiète pas, on connaît, voilà. Et en fait tout ça, ça travaille, et du coup j'achète son livre, Petit manuel de résistance contemporaine. Je le lis, je pense, en peut-être 3h30. On est jeudi, et là je me dis ok, non mais en fait c'est ça, il faut faire une approche différente sur les produits de grande consommation. On va avoir une approche à la Yuka et on va combiner ça avec le discours de Thierry Liu en disant on n'est pas moralisateur, on raconte une nouvelle histoire. Vendredi, j'appelle ma copine, je lui dis voilà, je pense que je vais aller voir mon boss et je vais lui dire que je m'en vais. Et elle me dit mais attends, t'es sûr, tu vas pas attendre lundi, voir si jamais ça passe pas. Donc je lui dis bon d'accord. Puis là je me pose et puis je me dis mais non mais en fait je veux pas que ça passe, parce que si ça passe ça va passer quoi. Donc là du coup on est vendredi et je vais voir mon boss et je lui dis écoute Thierry, je vais arrêter la banque d'affaires parce que j'ai un projet perso. Alors le projet perso il datait de 3 jours, mais je lui dis j'ai un projet perso et c'est important pour moi et voilà et la banque d'affaires c'est terminé. Et donc du coup là, alors chance ou pas, mais il faut en avoir un peu de toute façon de la chance dans la vie, mon boss réagit super bien. Au lieu d'avoir un discours un peu négatif en disant mais t'es sûr, mais qu'est-ce que tu vas faire, etc. Il me dit écoute je le sentais, on sentait qu'un jour tu allais lancer ton site. Je pense qu'aussi le fait d'avoir toujours été très pro dans ma démarche professionnellement, même en me posant des questions, d'avoir toujours fait mon travail, d'avoir toujours été positif dans mes relations avec les autres, je pense que ça a joué. Et donc je dis quand même là, Thierry, moi pour lancer ce projet, j'ai besoin d'avoir une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher le chômage. Donc du coup je lui en parle vendredi et lundi il me demande d'aller le voir. Il me dit bah écoute Pablo, on a décidé de te soutenir là-dedans et on est ok pour te faire une rupture conventionnelle. Donc moi là, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais c'est genre une explosion intérieure. Il y a plein de choses qui se mélangent. En plus, il me dit, moi je lui avais dit, écoute Thierry, je suis conscient aussi, là on est fin mai, que peut-être que je vous prends un peu au dépourvu, donc je reste le temps qu'il faut pour finir mes dossiers. Et il me dit, non mais je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'il va pas me virer à ce moment-là? Mais du coup il me dit, écoute, on peut te libérer au 1er juillet. Je pense qu'il faut être honnête quand on va voir, quand on a cette démarche et quand on veut changer de boulot. Je pense qu'il ne faut pas chercher à la faire à l'envers à son patron ou autre. Je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui, les gens changent de boulot assez souvent, tous les 2-3 ans, donc il faut juste dire les choses. Mais moi je pense que le fait d'avoir eu une approche vraiment qui parte de moi et qui soit positive, ça a joué sur le retour que j'ai eu. Donc du coup, là, un petit peu peur quand même, parce qu'on se dit, bon bah ok, là on était là avec son super discours, et puis il faut dire à ma copine qu'en fait le 1er juillet, j'aurai plus de boulot. Mais à ce moment-là, en fait, donc là, j'enchaîne et je fais tout de suite un deuxième verre avec mes potes que j'avais vu une semaine avant. Et là, je leur dis, ok, en fait, j'ai démissionné. Donc, on est une semaine après, donc si on passe de l'idée un peu farfelue à, en fait, je vais vraiment le faire. Et je pense que là, du coup, moi, j'avais tellement envie d'en parler à tout le monde, de crier à la terre entière qu'en fait, j'allais faire un truc pour moi. Très vite, il y a un peu une équipe qui se dessine et en fait, je pense que ça a dû être, je sais pas, en toute humilité, je sais pas si ça a été contagieux ou pas, mais mes deux potes avec qui je monte cette boîte quittent aussi leur taf. Alors ils annoncent respectivement à leur boss courant juin qu'en fait ils vont faire autre chose. Et les trois, donc les deux aussi avec la même approche positive et aussi ont la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Voilà, donc on se lance dans l'aventure The Trust Society, alors pas au 1er juillet parce qu'on a pris des vacances, mais au 1er septembre 2018. 5e apprentissage. Répondre à un problème véridique et entrer dans une démarche vertueuse et positive de créer quelque chose. Donc en fait, comment est-ce que ça s'est matérialisé de notre côté? Ça a été très vite d'être en mesure de tester notre concept. Donc nous, on avait deux observations. 1, les producteurs ont besoin de visibilité. Et 2, les consommateurs veulent consommer durable, mais il manque un outil simple, transparent et accessible. Donc nous, on voulait très très vite valider ces deux constats pour pas tourner en rond en fait à ce moment où on a une idée, mais on a besoin de la confronter au terrain parce que c'est là où ça peut être dur si on reste trop de temps tout seul dans sa chambre avec son idée. Donc on valide quand même 2-3 aspects. Ok, on va faire des kits thématiques, on va raconter une histoire, donc on va filmer nos producteurs pour dire ce qu'ils font. Mais à partir de ce moment-là, on arrête de réfléchir, on décroche notre téléphone et on appelle 15 producteurs qui répondent à nos critères de sélection, donc production locale, production qui respecte l'environnement. Et on leur parle de notre concept, on les rencontre, ces 15 producteurs. Et en fait, c'est là où ça donne la pêche, c'est qu'on sort de ces 15 rendez-vous avec 15 producteurs qui nous disent on aimerait beaucoup travailler avec vous.
Donc on a validé la première partie du business qui est de dire je vais travailler avec des producteurs et je vais les mettre en avant sur ma plateforme. Et là, en fait, on est dans l'attente. Le 7 décembre, on va vendre nos premières sélections, donc la sélection de Noël. Et on espère, et on va voir en fait est-ce qu'il y a une validation du côté des consommateurs. Mais qu'il y en ait ou pas, ce qui est vachement bien, c'est que moi, ce qui m'a donné de l'énergie tous les jours, c'est on a commencé le 15 septembre et en fait, le 8 décembre, on va être fixé, quoi. On va savoir si jamais il faut changer de bord, s'il faut revenir en arrière, s'il faut tout repenser. On sait qu'avec les producteurs, on va continuer à travailler comme ça. Mais on n'a pas travaillé 6 mois à réfléchir à une idée, à un business model, à 1 an. On s'est dit non, on sait que là on peut appliquer, on sait qu'on peut y aller comme ça, on y va. Et si le 7 décembre ça marche pas et on changera et on fera autre chose. Mais au moins on est allé très vite vers notre marché. Conseil Pour gagner du temps. Je pense que un minimum de préparation c'est nécessaire. Mais quand on sait où on veut aller, il faut arrêter de faire des 36 réunions et d'essayer de voir qu'est-ce qui va se passer, les impacts dans 6 mois, on y va, quoi. Et le plus on va faire les choses, et le plus on va gagner du temps, parce que quand on réfléchit trop les choses en amont, au final on n'est pas confronté au terrain, et on réfléchit et on applique quelque chose qui ne marche pas, alors que si on essaye tout de suite, on est beaucoup plus agile. Conseil pour gagner de l'énergie. Encore une fois, je pense que c'est très important de se mettre dans une position où on fait des choses pour soi et pas pour quelqu'un, parce que quand on le fait pour soi, en fait, personne ne pourra se mettre au travers de ça. Un petit exemple assez parlant, vous allez me prendre pour un fou, mais c'était un samedi soir, j'avais tous mes potes qui sortaient, j'avais ma copine qui me proposait d'aller au resto, et ce soir-là, j'avais envie d'aller à l'escalade, j'avais envie de faire un truc pour moi, tout seul. Donc je suis allé samedi soir dans une salle d'escalade, tout seul, il n'y avait personne, j'ai mangé tout seul, et à ce moment-là, je me suis senti vachement bien, parce que j'ai fait un truc pour moi, et je pense que là, il y a mes potes qui me disent mais qu'est-ce que tu fous à l'escalade un samedi soir, ma copine qui m'a dit mais t'es un hippie, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, de faire les choses pour soi, ça permet d'avoir plein d'énergie, et du coup, en fait, le dimanche et le lundi, j'étais tellement content d'avoir fait un truc pour moi que j'avais la pêche après le lundi matin parce que j'ai fait un truc juste pour moi et pas pour plaire à quelqu'un d'autre. L'autre question. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'une communauté de 1000 personnes sur Facebook qui sont globalement nos potes et notre famille à une communauté de plusieurs milliers de personnes sans faire chier les gens, sans les obliger à liker des posts ou à partager des trucs qui n'ont pas forcément été partagés. C'est quoi la bonne stratégie pour croître en organique de façon saine? Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu by Ticket for Change.